Bonjour, je suis très heureux de vous accueillir dans ce cadre magnifique ici pour vous parler d'une attitude fondamentale pour votre bien-être, pour le bien-être de l'ensemble de l'humanité. Cette attitude, c'est la noblesse du cœur, la noblesse qui vient de l'intérieur, non pas la noblesse qui est due par un titre de noblesse qui viendrait d'un roi, mais une noblesse qui vient de plus profond de nous, qui est synonyme de gentillesse, de bienveillance. Là, vous voyez, je suis dans les vignes ici, et puis ici, il y a une petite construction d'un vigneron qui cultive ses vignes. Il a mis une petite chaise d'ailleurs, et je viens souvent lire ici. Puis je l'ai rencontré par hasard hier, et il m'a dit voilà, installez-vous, profitez-en. Et c'est cette noblesse-là, vous voyez, c'est une noblesse de générosité, une noblesse de cœur, des gens même les plus simples. La noblesse, c'est aussi synonyme de, comme les chevaliers, comme l'esprit chevaleresque, la protection des plus faibles. C'est aussi la capacité de réagir face à l'adversité, de ne pas se détruire, de ne pas tomber dans les émotions destructrices, de peur, de colère, de haine, de tristesse, mais au contraire de toujours faire face à l'injustice, faire face au mal, entre guillemets, au fascisme, au totalitarisme, mais toujours avec cette notion de non-violence active. Ça veut dire que je ne suis pas là pour détruire les individus, mais je suis là pour me confronter, agir, dire non avec fermeté face à l'injustice, mais sans m'attaquer aux personnes, surtout en m'attaquant aux idées et aux comportements qu'on ne peut pas tolérer, qui sont intolérables. Alors cette attitude de noblesse, elle est synonyme aussi de beaucoup de maîtrise émotionnelle. Je ne sais pas pour vous, moi quand je pense aux nobles ou à cet esprit chevaleresque, je vois des personnes qui sont fortes et à la fois qui sont extrêmement bienveillantes, extrêmement polies, extrêmement dignes et qui ont cette maîtrise émotionnelle et qui peuvent aussi être très empathiques tout en étant capables de se positionner. On parle aussi de guerrier pacifique, hein, cette notion de faire face à quelque chose qui est dangereux, à quelque chose qui est néfaste pour l'ensemble de la collectivité, donc pour protéger les plus faibles. Alors, la difficulté pour traverser cette crise, ce chaos dans lequel nous sommes, qui est une crise, on dit sanitaire, mais c'est surtout une crise politique et une crise économique, puisqu'on voit qu'il y a énormément de souffrance générée par cette crise économique et qu'on est en train d'aller tout doucement vers un État beaucoup plus totalitaire, une dictature. La difficulté, c'est de ne pas tomber comme le surfeur qui surfe avec élégance dans un océan déchaîné. La grande difficulté, c'est de ne pas tomber dans les émotions. Et tomber dans les émotions, c'est tomber dans les émotions destructrices, qui est évidemment le danger. Tomber dans des émotions de colère, dans des émotions de peur, dans des émotions de tristesse, de désarroi, ce qui serait très légitime au vu de ce qui se passe actuellement, mais qui serait non seulement néfaste pour votre santé, mais également néfaste pour l'ensemble. Parce que, évidemment, vous savez bien que quand vous tombez dans les émotions destructrices, votre système immunitaire diminue et donc vous pouvez attraper plein de maladies. Tout va de plus en plus mal au niveau des relations, au niveau de votre sommeil, au niveau alimentaire. Enfin, c'est une catastrophe, c'est une destruction de l'individu, en fait, les émotions négatives. D'où l'importance de cette intelligence émotionnelle. Alors, ça c'est au niveau individuel, mais également au niveau collectif. On peut, en fait, quand on rentre dans les émotions sont contagieuses, on peut rentrer dans une sorte de délire collectif, de colère collective, de peur collective ou de tristesse collective. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de travailler dans des endroits où tout le monde est assez déprimé. C'est une ambiance assez lourde et ça nous impacte même si on ne le veut pas. Même si nous sommes joyeux, cet ensemble émotionnel, cette ambiance émotionnelle va nous atteindre. En fait, nous sommes des caméléons émotionnels, nous les êtres humains. Et également, si vous êtes dans une foule en colère, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ou une foule joyeuse, hein, dans un stade de foot, vous sentez que cette énergie vous prend en fait, même si vous ne voulez pas, c'est plus fort que vous, c'est contagieux en fait. Une foule en colère, une foule qui a peur, hein, vous êtes dans un endroit où tout le monde a peur, actuellement c'est le cas avec cette pandémie entre guillemets, parce que ce n'est pas une pandémie, puisque ça ne concerne pas tous les pays du monde, il y a des tas de pays où ça va bien, il n'y a pas de problème. Mais donc si on croit ça, on est dans une peur terrible et on sent la peur en fait, on la sent et ça donne des comportements irrationnels. On parle de bouffée délirante collective, c'est-à-dire qu'effectivement, quand la personne est atteinte par la peur, elle commence à développer une logique, un mental, une logique complètement délirante. On le voit dans l'histoire, on voit que l'on peut, quand on rentre dans les émotions, développer une logique qui a sa logique, mais qui est complètement délirante en fait. Par exemple, voilà, si vous êtes chrétien, le message c'est aimez-vous les uns les autres, et puis on va jusqu'à faire des croisades et faire l'inquisition et brûler des femmes, faire des tortures, la question, vous voyez la question dans l'inquisition, faire des tortures, alors qu'on disait aimez-vous les uns les autres. Donc en fait, et ils avaient leur logique pour justifier ça en fait, mais on le voit de l'extérieur, ça n'a pas de sens en fait, il y a une perte de bon sens.
De la même façon, plus proche, vous voyez la montée du fascisme dans les années 30 en Allemagne et dans d'autres pays, hein, dans tous les pays finalement. On voit que ce sont des personnes, entre guillemets, logiques qui ont fait ça. C'est des gens, c'est des médecins qui ont eu... Hitler a été voté, élu démocratiquement, il y a eu un vote démocratique. Il a été élu aussi par des médecins. C'était pas que des crétins, entre guillemets, c'était des médecins, des avocats, des philosophes, des docteurs de ci, docteurs de là. Donc il y a eu un délire collectif à cette époque-là aussi, et les personnes justifiaient ça, justifiaient l'antisémitisme avec des arguments qui semblent logiques mais qui sont complètement déconnectés du bon sens. Ici c'est pareil, nous sommes de nouveau dans un délire collectif, une bouffée délirante collective, puisque au fond il n'y a pas de danger vraiment grave. Et quand je vous dis il n'y a pas de danger vraiment grave, si vous êtes bien conditionné par les médias, vous vous dites mais qu'est-ce qu'il raconte, il est fou. Et pourtant, si on redescend sur Terre et on regarde les chiffres, les données de la mortalité, déjà si on regarde les données de la mortalité, les morts toutes confondues, on voit que le Covid, c'est une cause de mort parmi d'autres, mais c'est pas la plus grave, c'est pas la plus importante. Il y a la maladie cardiovasculaire, il y a la pollution, enfin il y a beaucoup de choses qui sont bien plus graves que ça. Et si on devait suivre la logique actuellement, on devrait arrêter de conduire, on devrait arrêter de fumer, on devrait arrêter de se déplacer. Et voilà, on devrait vraiment faire attention au stress parce que c'est ça qui amène des maladies cardiovasculaires. Maintenant, si on regarde les chiffres simplement des morts du Covid, on sait qu'ils sont sans doute trafiqués, mais peu importe. On sait qu'en fait, le taux de létalité, donc c'est le nombre de personnes qui sont mortes parmi les personnes qui ont été testées positives, eh bien, il est de combien? Il est de 99,95%, 99,95% de chances de survivre. Donc le taux de létalité est de 0,5%, c'est extrêmement peu. Imaginez que je vous dise, voilà, vous avez joué au loto, et ben je peux vous prédire que vous avez 99,95% de chances de gagner. Vous avez 99,95% de chances de gagner au loto. Mais vous seriez très content, vous voyez? Vous dites, ah mais c'est super, la vie est belle. Eh bien non, on est dans une peur collective, comme si tout devait s'arrêter, et avec des consignes complètement absurdes comme le masque et le confinement qui tuent, qui détruisent notre société et le psychisme notamment des enfants, pour quelque chose qui n'est pas très grave et qui se soigne en plus, parce qu'on ne meurt plus aujourd'hui du Covid. On sait que les gens qui meurent du Covid, ils ont plus de 80 ans, ils ont déjà des gros problèmes de santé. Moi je connais des personnes personnellement, donc je connais des gens qui ont plus de 80 ans, qui ont eu cette maladie et qui n'en sont pas mortes. Aujourd'hui ça se soigne, et il y a tout ce qu'il faut pour soigner ça. Le seul problème, effectivement, c'est l'engorgement des hôpitaux. Mais ça, c'est un problème surtout de gestion qui est dû au fait qu'on supprime des lits de plus en plus, depuis qu'on suit les consignes de la Commission européenne. On supprime des lits par dizaines de milliers. Alors même au mois de mars-avril, on a vu qu'il ne fallait pas en supprimer, on continue à en supprimer. Donc on retombe dans les mêmes problèmes. Mais le problème, la cause de ça, ce n'est pas la population. Ce n'est pas parce qu'on ne met pas le masque, puisque ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas le confinement, le non-respect du confinement. Vous voyez, c'est pas ça. Alors ça, je vous ai parlé des chiffres de la létalité, mais il y a encore mieux que ça, c'est les chiffres de la mortalité. Combien de pourcentage de chances vous avez de mourir de Covid? Les pourcentages de survie que vous avez sont de 99,95%. Vous avez 0,05% de chances de mourir de cette maladie. Si moi je vous dis qu'au loto, vous avez 99,95% de chances de gagner au loto, hein, 99,95% de chances de gagner au loto, mais vous êtes super content, non? Et vous voyez qu'en fait on est déconnecté, puisque on est en train d'imposer le masque à des enfants alors qu'on sait qu'ils ne sont pas contaminants. Les enfants ne meurent pas comme la grippe, hein. La grippe peut tuer des enfants, ici les enfants ne meurent pas du Covid, et en plus ils ne le transmettent pas aux adultes. Mais on leur impose le masque. En plus on sait que le masque, les études le montrent, est un nid à microbes qui va leur apporter des infections respiratoires, qui va abîmer leur santé. L'oxygène c'est la vie, et diminuer le taux d'oxygène dans le corps, ça a des conséquences au niveau neurologique, au niveau des fonctions en fait, des organes, catastrophiques. En plus, sans parler de ça, des conséquences psychiques sur la relation avec la distance. Les enfants qui voient des adultes, ils naissent et puis ils voient des adultes avec des masques. Vous imaginez comme ça déstructure complètement la représentation humaine pour ces enfants. Et donc on est dans un délire collectif, dans une logique, parce qu'il y a des médecins qui vont justifier ça. Il y a des médecins qui vont justifier le confinement, le masque. On rentre dans cette logique. Et pourtant à la base, on voit qu'il y a une déconnexion du réel, vous voyez. Alors si on tombe dans ce délire, si on est happé dans ce délire,
c'est catastrophique parce qu'en fait ça s'agrandit, c'est contagieux. Et donc toute notre difficulté, c'est de ne pas tomber dans le délire et de ne pas non plus succomber dans les émotions. Et en fait, comment faire pour ne pas tomber dans le délire? C'est simplement ne pas rentrer dans les émotions destructrices. Et pour ça, l'attitude de noblesse est fondamentale. Alors l'attitude de noblesse, elle est justement celle qui est de pouvoir échanger avec l'autre sans tomber dans les émotions. Vous avez vu que dans la société actuellement, il y a vraiment beaucoup de conflits par rapport à ce qui se passe, au masque, le confinement, le vaccin qui arrive, qui sera sans doute imposé. Hein, et si vous ne l'avez pas, bon, on va dire qu'il est libre, on dit ça, mais en réalité, si vous n'avez pas le vaccin, vous ne pourrez plus voyager, vous ne pourrez plus travailler, vous ne pourrez plus faire ça, ça, ça. Donc vous voyez, on est dans un état qui commence à devenir de plus en plus totalitaire, avec une police de plus en plus violente. Et donc ça génère beaucoup de conflits dans la société et des personnes qui ne sont pas d'accord. Et quand on creuse un petit peu, et pour avoir été beaucoup comme vous sans doute sur les réseaux sociaux, pour voir un petit peu les batailles d'idées, on voit que fondamentalement, il y a une sorte de polarisation dans la société entre deux visions du monde totalement différentes. Il y a une vision, on va dire, sécuritaire, et puis il y a une vision, on va dire, libertaire. Donc la vision sécuritaire part du principe que l'on voit la vie avec méfiance, on n'a pas confiance en fait. On se dit qu'on doit être protégé par quelque chose d'extérieur, parce qu'on n'a pas confiance. On n'a pas confiance dans le système immunitaire, on se dit qu'il faut un médicament, il faut un vaccin, et on n'a pas confiance, on a besoin d'un gouvernement, le gouvernement va nous protéger, on fait confiance au gouvernement, on fait confiance aux médias, on est vraiment dans cette logique sécuritaire. Et de l'autre côté, vous avez l'inverse, vous avez des personnes qui justement ne supportent pas ces mesures liberticides et vont plutôt penser que la solution vient de l'intérieur, et ils vont avoir cette confiance dans le système immunitaire. Ils n'ont pas besoin d'un masque, qui est une mesure sécuritaire, qui est aberrante pour eux, puisque, et pour moi aussi, hein, vous l'avez compris, parce que le masque, on l'a déjà à l'intérieur de soi. Le masque, en fait, c'est notre système immunitaire. Et donc, si nous prenons soin de notre système immunitaire, avec une bonne hygiène alimentaire, émotionnelle, physiologique, psychologique, eh bien, on ne tombe pas malade. C'est ce que disent les médecines ancestrales, comme l'Ayurveda, comme la médecine chinoise. Alors bien sûr, la médecine allopathique a évidemment beaucoup d'intérêt en cas de médecine d'urgence. Hein, si vous avez un accident, vous devez vous faire opérer, ben, cette médecine-là, elle est très très utile évidemment. Mais vous voyez que cette logique ici, c'est qu'on n'attend pas que quelque chose vienne de l'extérieur pour nous sauver. On n'a pas besoin d'un vaccin ou d'un médicament, on a tout en nous en fait. On a déjà toute une pharmacopée en nous pour nous guérir, si on prend bien soin du terrain, c'est le terrain qui est important et non pas le virus. Si on prend bien soin du terrain, le terrain est tout, eh bien les choses vont mieux. Et par méfiance, on se méfie des gens qui veulent prendre l'autorité sur nous, comme un dieu, comme un gourou, comme un gouvernement. Il y a cette méfiance qu'on retrouve déjà à Athènes au 7e siècle avant Jésus-Christ. Vous avez les Athéniens qui ont inventé ce concept de démocratie, où ils savaient que le pouvoir corrompt. Et on le voit aujourd'hui que le pouvoir corrompt, puisqu'on voit des conflits d'intérêts majeurs un peu partout, entre le monde de la finance, le monde politique, les industries, les grandes industries pharmaceutiques, les GAFAM. Et on voit que tous ces réseaux en fait sont connectés, tout ça en plus, regardez l'affaire Epstein avec les réseaux pédocriminels. Et donc on voit que le pouvoir corrompt, on voit qu'il y a un grand business derrière, notamment celui du vaccin. Et il suffit de le regarder, c'est assez évident. Et donc, qu'on soit ici dans cette vision plus libertaire, où on va dire, comme disait Benjamin Franklin, un des pères fondateurs des États-Unis, comme vous savez, un peuple qui est prêt à sacrifier un peu de sa liberté pour plus de sécurité va perdre les deux et ne mérite aucun des deux. Aucune de ces deux valeurs. Alors évidemment, les deux sont importants, mais je ne sais pas pour vous, mais à choisir dans deux extrêmes, je préfère vivre dans une société où il y a pas beaucoup de sécurité, mais il y a la liberté, plutôt que de vivre dans une société où il n'y aurait pas de liberté et beaucoup de sécurité. Vivre dans une prison ne m'intéresse pas. Et vivre confiné et masqué toute ma vie ne m'intéresse pas. Et j'imagine que vous aussi. Ici, vous pouvez, dans cette version plus sécuritaire, vous pouvez être dans la colère terrible contre ceux qui ne respectent pas les consignes sanitaires. Moi qui, personnellement, j'appelle à la désobéissance civile face à ces lois qui sont absurdes et néfastes et destructrices pour nos enfants, eh bien, les personnes qui croient que le gouvernement a raison, qui ne remettent pas en question et qui ne croisent pas leurs sources d'information, ils sont dans la colère. Et puis, ils sont aussi dans la peur de ce virus, comme si c'était la peste qui allait leur tomber dessus. Quelqu'un éternue, ils ont peur, ils vont prendre des distances. Moi, quand je me promène sans masque dans les magasins, je vois les gens qui font comme ça, comme si j'étais devenu radioactif, vous voyez. Et puis, ils peuvent être aussi dans la tristesse de voir ce qui se passe. Et pareillement, quand on est dans cette vision libertaire, comme je le suis plus moi-même,
eh bien on peut aussi avoir ce risque de tomber dans la colère, de voir tous ceux qui restent hypnotisés et suivent docilement ce que disent le gouvernement. Ce narratif, c'est de la propagande qui leur fait peur avec des chiffres, avec des comptages des morts sans prendre de point de comparaison. Les gens ne croisant pas leurs sources d'information ont très peur et on peut être en colère contre ça. Et on peut aussi être inquiet et dans la peur aussi de voir ce gouvernement totalitaire qui est en train de se mettre en place avec des lois d'exception qui sont à l'encontre de la Constitution. Et on peut aussi tomber dans la dépression, la tristesse, parce qu'on se dit mais où va le monde? C'est catastrophique. Et quand on voit ce qui se passe avec les enfants, c'est de la maltraitance sur les enfants, on peut aussi être dans la colère. Et la difficulté, c'est justement de ne pas tomber ni dans l'un ni dans l'autre. Parce qu'en fait, on peut aussi avoir cette notion, comme on a en spiritualité, cette notion qui peut vous aider d'égrégore. Un égrégore, c'est quoi? C'est une pensée collective. C'est plusieurs personnes qui pensent à la même chose, qui ont les mêmes intentions, hein, comme une religion, c'est un égrégore par exemple, et qui ont les mêmes émotions de ferveur ou de colère. Et donc, comme une foule en colère, en fait, vous avez un ensemble de personnes, c'est une structure énergétique, un égrégore, et un égrégore est quelque chose qui peut nous influencer et nous prendre, en fait, nous enlever notre énergie vitale. Je faisais, en fait, la semaine passée, enfin, c'était samedi, on est mercredi aujourd'hui, je faisais une soirée chez moi. J'aime bien faire des soirées actuellement, et puis surtout, avec cette ambiance assez morose, c'est d'autant plus important de cultiver la joie et le bien-être, et se toucher, se prendre dans les bras et voir ses amis. Et donc je faisais une soirée avec des amis et je leur posais la question, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression, comme moi, là, de manière assez étonnante, d'être très très fatigué ces temps-ci depuis quelques semaines, sans raison apparente? Parce que moi j'avais pas de raison apparente, je sais qu'il y a un changement de saison, mais je leur demandais, à part ça, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être plus fatigué que d'habitude? Et les gens disaient, ils ont tous dit, bah oui, on ressent la même chose. Et en fait, c'est quoi? C'est qu'on ressent cet égrégore, en fait, cette ambiance collective, cette émotion collective de peur, de colère, de tristesse, cet égrégore qui en fait est pesante. Et personnellement, j'avais aucune raison d'être fatigué, puisque je me suis arrangé dans ma vie pour ne pas avoir beaucoup de stress, pour vivre beaucoup dans l'harmonie. Je fais très attention à ma santé, à mon hygiène alimentaire, mon sommeil. Et donc j'ai très peu de stress, en plus je fais ce que j'aime, mais je tombe pas malade depuis 2-3 ans, je suis plus tombé malade. Donc je me dis, mais pourquoi est-ce que je suis fatigué comme ça? Et en fait, c'est évident que c'est cet égrégore. Et cette notion d'égrégore, c'est dynamique, ça veut dire que ça vous prend, c'est contagieux. Et on peut vite rentrer dans le délire collectif si on ne fait pas attention. Et c'est pour ça que cette attitude de noblesse est si importante. Alors la notion d'égrégore, elle peut être précisée. Il y a quelqu'un qui la précise très bien dans la spiritualité, c'est Vadim Zeland, qui est un physicien quantique russe, qui a créé ce qu'on appelle le transurfing, qui est une sorte de modèle quantique de croissance individuelle, qui voit les implications psychologiques de la physique quantique, et qui est très intéressant. Il a écrit 5 livres, et donc notamment le dernier qui s'appelle Les pommes tombent dans le ciel, qui est un titre très poétique, qui est très chouette. Et dans le transurfing, il amène cette notion de balancier, un balancier. Donc qui va en fait aller d'un côté à un autre et qui va se nourrir des émotions des uns et des autres. Et plus le nombre de personnes rentrent dans les émotions, plus le balancier est puissant et vous emporte en fait. Si vous n'êtes pas ancré et aligné, ce balancier vous emporte et vous contamine en fait. C'est une contagion, la contagion de la peur en fait. Hein. Et donc ce balancier est très puissant. Et ce qu'il amène comme notion, c'est qu'on ne peut pas détruire un balancier. On ne peut pas le faire, ce n'est pas possible. Si vous essayez de détruire un balancier, vous rentrez dans les émotions. Et en fait, vous le nourrissez et il devient encore plus fort. Et donc, ça me fait penser à cette dame dans une conférence en Belgique il y a longtemps. C'était une conférence sur la méditation, je pense. Il y avait des moines bouddhistes, d'autres personnes, des professeurs. Et puis à un moment donné, elle se lève à la fin, période de questions-réponses, et elle est dans les émotions de colère terrible parce qu'elle dit, et elle parlait de manière saccadée parce qu'elle était très en colère. Elle dit, mais vous vous rendez compte ce qui se passe au Tibet avec les enfants? Et c'était légitime évidemment sa colère, mais sa colère prenait le dessus. Et en fait, sa colère était en train de prendre le dessus au niveau de son mental. Et elle disait, elle venait très péremptoire, elle n'était plus nuancée, ça devenait désagréable, en fait elle était très culpabilisante. Et elle était tellement dans les émotions, ce qui était légitime hein, évidemment, mais l'émotion prenait le dessus et on n'avait plus trop envie d'écouter. Et instinctivement, on n'avait pas envie en fait. Et en fait, elle n'était pas efficace. Et non seulement elle n'était pas efficace, mais elle se faisait du tort. C'est très certain que si elle continuait comme ça, elle allait se faire un cancer. J'espère qu'elle ne l'a pas eu. Et puis, surtout, imaginez qu'elle a un cancer, qu'elle s'épuise, que personne ne l'écoute, parce qu'elle est trop dans la colère. Et en fait,
elle se détruit et donc toute l'énergie qu'elle aurait pu mettre pour cette cause, elle ne peut pas la mettre. Elle a été prise par ce balancier. On pourrait dire c'est le balancier de la souffrance humaine. C'est le balancier de la peur collective, de la tristesse collective, de la colère collective. Et en fait, ce balancier de la souffrance humaine, il faut y faire très attention parce qu'il vous prend, dès que vous rentrez dans l'émotion, il va vous prendre, il va vous emporter. Et si vous luttez contre quelque chose, par exemple, vous luttez contre le gouvernement, vous luttez contre l'absurdité de ces consignes sanitaires, c'est important de le faire, je le fais aussi, mais dès que vous rentrez dans les émotions, vous rentrez dans le balancier et vous êtes en fait, vous n'êtes pas du tout en train de rendre service à l'humanité parce que vous augmentez le niveau de souffrance collective. Alors la clé, c'est justement d'avoir cette attitude de noblesse chevaleresque où vous luttez contre, mais sans tomber dans les émotions. Et comment faire pour qu'un balancier finalement, puisqu'on ne peut pas le détruire, s'arrête, eh bien c'est que les nombres de personnes diminuent, les nombres de gens qui sont dedans se calment et quittent le balancier. En fait, en aidant les personnes à sortir du balancier, en se calmant, en devenant de nouveau raisonnable, en retrouvant le bon sens, en sortant de ce délire collectif, ce balancier de la souffrance humaine va s'arrêter. Et donc c'est votre tâche, comme la mienne, parce que chaque chose que vous faites, chaque pensée que vous avez, chaque émotion que vous avez, si elle est positive ou négative, si elle est constructive ou destructive, mais vous pouvez nourrir ce balancier ou pas. Et c'est votre choix. C'est votre choix. Alors il y a des personnes comme ça qui sont très nobles, qui m'inspirent beaucoup. Des personnes qui sont, on le voit, ils ont une noblesse de cœur parce qu'elles ne tombent pas dans l'insulte, elles ne tombent pas dans la violence, dans l'agressivité, alors qu'elles sont elles-mêmes agressées, puisqu'on est dans une sorte de pensée unique où dans les médias, on ne peut pas croiser les informations, il n'y a pas de débat, donc c'est toujours le même conditionnement. Il y a des personnes qui amènent des sources, hein, des scientifiques qui s'expriment différemment sur le sujet, qui apportent d'autres visions qui sont très intéressantes. Et ces personnes ne sont pas écoutées, sont écartées avec beaucoup de mépris. En plus, on utilise le terme très méprisant de complotiste que je n'utilise jamais. Et ces personnes sont méprisées en fait. Et elles continuent. Elles ont le courage de continuer pour leur prochain, pour aider, pour rassurer. Elles continuent, elles essayent vraiment d'enlever les personnes de ces balanciers. Alors par exemple, il y a Jean-Dominique Michel, qui est un anthropologue suisse qui est remarquable. Il est extrêmement attaqué et ça lui coûte, hein, et en même temps, il continue avec noblesse. Il est attaqué avec beaucoup de violence et il répond avec fermeté mais avec empathie. Il ne tombe pas dans l'insulte et il continue à agir surtout. Et c'est ça qui est merveilleux et ça c'est remarquable. Alors il y a d'autres personnes comme ça. Récemment j'ai vu quelqu'un qui pourrait avoir la palme de la noblesse aussi. C'est le docteur Louis Fouché qui est médecin à Marseille, réanimateur et anesthésiste, et qui connaît bien, puisqu'il est en plein cœur, il est vraiment dans le Covid, hein, au premier plan, et il a ce discours finalement de bon sens, qui est de rassurer, qui est de dire voilà, on se calme, on en guérit de cette maladie, on n'en meurt plus, tout va bien, il y a juste un engorgement des hôpitaux, c'est une question d'organisation, mais en fait tout va bien, on n'a pas besoin d'un vaccin. Et cette personne est attaquée également, mais elle continue. Et elle reste dans l'empathie. Et c'est ce que j'aime bien chez Louis Fouché, ce que je vous invite à prendre comme modèle, c'est de dialoguer toujours dans l'empathie. Donc en fait, il essaie de comprendre ses adversaires, comme Jean-Dominique Michel, pareil. Il disait d'ailleurs à un moment donné, Jean-Dominique Michel, c'était un slogan, c'est ni complotiste ni mouton, pas besoin de s'insulter, on essaie de dialoguer, on ouvre des ponts en fait, parce que ça sert à rien, on reste sur ses positions en s'insultant, on fait monter le niveau de souffrance collective, ce balancier il augmente encore plus, il emporte d'autres personnes. La clé c'est on se calme, on n'insulte pas, on développe de l'empathie envers les personnes, tout en étant très très ferme sur les comportements qui sont inacceptables. Il y a des personnes dans cette société qui font beaucoup de mal sans le savoir. Les policiers, évidemment, ils le font même souvent, parfois exprès, il y a énormément de violence policière. Les journalistes contribuent à la montée de la peur, comme ils ont contribué à la montée de l'antisémitisme dans les années 30, notamment en Allemagne et en France et d'autres pays. Les journalistes ont une part de responsabilité en occultant certaines informations, en ne donnant pas la parole à certains experts, et puis surtout en augmentant avec des titres très alarmants cette peur collective. Alors il y a les médecins qui ont une grande part de responsabilité, et toutes ces personnes ont des comptes à rendre en fait. Les médecins qui refusent par exemple des certificats médicaux pour les gens qui ont mal de tête, qui ne savent pas respirer avec le masque, non, c'est la loi, il faut le mettre. Ils vont à l'encontre de leur serment d'Hippocrate, vous voyez. Il y a ces directeurs d'école. Moi, je suis en dialogue et je suis fâché sur cette personne, le directeur de l'école de ma fille, qui... j'ai beau lui donner les informations comme quoi le masque est très néfaste pour les enfants,
il ne regarde pas. Il est dans ce délire collectif. Il a sa logique, c'est quelqu'un certainement d'une bonne personne, mais elle est responsable. Vous voyez, quand on a des fonctions comme ça, comme journaliste, médecin, homme politique, policier, professeur, on a des responsabilités. Et ces personnes devront un jour rendre des comptes pour le mal qu'elles font, même si ce n'est pas intentionnel. Elles font du mal. Et heureusement, des professeurs de plus en plus, des pédiatres, des orthophonistes qui se lèvent, qui disent non, ça suffit. On est en train de détruire en fait les générations. Les gens qui disent non, ça suffit par rapport au confinement, on se rend compte que ça augmente le niveau de violence domestique sur les femmes, sur les enfants, les suicides. Non, ça suffit. Dans la balance des risques et des avantages, le confinement n'a pratiquement pas d'avantage, c'est celui de reculer l'épidémie. Bon, mais surtout beaucoup de désavantages, beaucoup de souffrances. Donc c'est une question de bon sens, mais quand on est dans ce délire collectif, on ne le voit pas, vous voyez. On ne le voit pas en fait. On est dans cette logique comme si on n'entendait pas en fait. Hein, quand je discute avec des médecins ou des professeurs d'école, je leur dis mais regardez les chiffres, ils suivent la consigne du gouvernement. Ils sont dans cette idée que le gouvernement a toujours raison, le gouvernement veut notre bien. Vous voyez, alors que ce n'est pas forcément le cas. Alors donc je vous invite à la fois à avoir une colère saine effectivement contre ces comportements qui sont inacceptables, destructeurs. Il y a beaucoup de personnes effectivement qui sont très lâches, qui ont peur, qui juste parce que leur hiérarchie leur a dit ils obéissent, donc c'est de la lâcheté, c'est de la déresponsabilisation. Souvent c'est de l'incompétence, hein, comme dans le cas de ces professeurs ou de ce directeur d'école qui disent oui mais voilà, on nous a dit il faut le faire. On leur donne des informations, ils sont censés protéger les enfants. Ils ne le font pas, c'est de l'incompétence. Donc on peut être en colère contre leur comportement tout en étant toujours très empathique avec la personne qu'elle est. Vous voyez, il faut faire une différence entre la personne et son comportement. Donc on va être très en colère contre le comportement, on va le condamner et il sera condamnable certainement un jour. Le tribunal de Nuremberg nous a montré que c'est pas parce qu'on obéit à des ordres qu'on n'est pas condamnable, on est condamnable. Et en même temps, au niveau des personnes, on va essayer de les comprendre. Alors si vous êtes en colère contre des membres de votre famille qui vous traitent de complotistes, des gens qui vous insultent parce que vous avez baissé le masque un petit peu ou que voilà, vous êtes critiqué par des personnes qui n'acceptent pas que vous remettiez en question, que vous osiez poser des questions, ne vous mettez pas en colère contre ces personnes-là parce que elles sont prises dans ce délire collectif, dans ce balancier. Et la meilleure façon de les aider et de vous aider, c'est d'être empathique avec elles. Ça ouvre des ponts, d'essayer de comprendre leurs sentiments. Elles ont peur, elles sont en colère. Et pourquoi? Parce que si vous étiez à leur place, c'est ça l'empathie, c'est se mettre dans les chaussures de la personne. Si vous étiez à leur place et vous receviez ces informations et vous ne croisez pas vos sources d'informations et vous croyez que le gouvernement, c'est la croyance de base et que la solution vient de l'extérieur, eh bien c'est normal que vous avez peur. Et donc montrez que vous comprenez qu'effectivement, vu comme ça, ils ont peur, ils sont inquiets, ils sont en colère, et montrez aussi que vous comprenez leurs besoins. Hein, c'est ça la communication non violente, c'est montrer qu'on comprend le sentiment de la personne et également son besoin. Et quand on fait ça avec un être humain, l'être humain s'ouvre. Hein, d'habitude on est en guerre, on s'envoie des arguments, puis l'autre vous comprend, et vous n'attaquez plus l'autre, vous baissez les armes, et l'autre va aussi baisser les armes en fait. Vous dites, ah ça fait du bien, il me comprend, et là le dialogue est possible en posant des questions à la manière de Socrate. Est-ce que tu es vraiment sûr de tes informations? Comment tu sais que c'est si dangereux? Et on pose des questions, et on élargit un petit peu, on remet en fait de l'intelligence dans le dialogue, et on n'est plus dans un dialogue de sourds. Alors, il y a beaucoup de personnes comme ça qui ont cette noblesse. Hein. Là, j'ai parlé de Jean-Dominique Michel, de Louis Fouché, mais il y a aussi par exemple Jean-Jacques Crèvecoeur au Canada, il y a Chloé Framery en Suisse, il y a Dr Perron en France, extraordinaire ce docteur. Et on sent qu'il y a une bonté aussi de cœur chez lui, comme ceux que j'ai cités, puis il y en a d'autres bien sûr. Alors je vous invite à vous inspirer de ces personnes dans leur communication, parce que moi-même étant sur des réseaux de résistance par rapport à cette folie dans laquelle nous sommes, par rapport à ces lois liberticides, je vois même que sur ces réseaux, beaucoup de gens rentrent dans les émotions. Et en fait, sans le vouloir, ils ont des bonnes intentions, mais ils sont en train de rentrer dans cet égrégore, dans ce balancier en fait. Et ils font monter, sans le vouloir, le niveau de colère collective, le niveau de... Ce qui arrange bien les gouvernements, hein, pour imposer encore plus d'autorité et une loi martiale. Parce que si vous faites monter le niveau de souffrance, ça va avoir des débordements. Donc la clé, c'est de rester calme. Et donc aussi, comme la noblesse, ça me fait penser à ça, c'est d'avoir une vision. Une vision constructive. Regardez ce qui s'est passé au Danemark la semaine passée, il y a quelques jours. Le Danemark a réussi, la population du Danemark a été dans la rue
pour contrer les lois du gouvernement qui est en train de devenir totalitaire en imposant le vaccin de force sous peine vraiment de coercition physique, détention. Donc les policiers pouvaient avec de la force forcer au vaccin. Ils ont refusé ça, ça a duré quand même 9 jours dans la rue où ils ont frappé avec des casseroles. Ils ont réussi, le Parlement a reculé. Alors il faut être vigilant parce que le gouvernement est toujours prêt à revenir avec le contrôle. Donc comme les Athéniens au 7e siècle avant Jésus-Christ, il faut mettre en place des systèmes de régulation du pouvoir. Et c'est pour ça qu'ils faisaient les gens étaient, il y avait le tirage au sort pour les gouvernants, avec certaines règles. Vous pouvez étudier ça, c'est intéressant, pour éviter justement que les gens soient corrompus, parce que le pouvoir corrompt. Alors ça, c'est une bonne nouvelle, et c'est pas parce que le président en France, je le disais, dit qu'on n'ira pas de vaccination obligatoire, qu'on n'est pas dans une sorte d'arnaque, parce qu'en réalité, comme je vous ai dit, si vous avez plus de vaccins, vous n'avez pas de vaccin, vous ne pourrez pas voyager, vous ne pourrez pas travailler. Donc il faut absolument sortir de ces lois dictatoriales et aller dans la désobéissance civile. Quand des lois sont liberticides, ils vont à l'encontre de la dignité humaine, et quand c'est de la maltraitance pour les enfants comme c'est aujourd'hui, il faut absolument refuser ça. Donc cette vision positive, c'est que des gens y arrivent au Danemark, ils y sont arrivés, et le fait de s'unir aussi, le fait de s'unir tous ensemble dans différents collectifs est une chose très importante pour ne pas que vous vous sentiez seul. Mais au final, même si vous êtes seul, je vous invite à penser que vous avez un rôle à jouer, comme moi, comme tout le monde. C'est qu'en étant dans une émotion constructive, dans de la gratitude qui est radicale, vous êtes en train de contribuer au bien-être collectif, pour ne pas tomber dans ce délire collectif. C'est un peu comme dans le film Star Wars, en fait, la bataille entre les forces du bien et les forces du mal. Les forces du mal étant la souffrance, le mal c'est la souffrance. Plus il y a de délire et de souffrance et de peur, plus il faut cultiver les émotions constructives. Et puis, dites-vous bien que chaque pensée que vous avez, chaque émotion que vous avez, elle est importante, parce que si vous tombez dans les jugements et vous tombez dans les émotions négatives, même si vous avez raison, vous êtes en train de nourrir ce balancier de la souffrance humaine et vous n'aidez pas l'humanité. Donc faites très attention, comme je le fais aussi, aux pensées que vous avez. C'est de l'hygiène mentale, l'hygiène émotionnelle. Ne tombez pas dans la colère, ou si elle est... Vous pouvez avoir de la colère, moi j'en ai aussi, mais maîtriser en fait, une maîtrise émotionnelle. Que cette colère, cette énergie de colère, vous l'utilisiez pour écrire, pour dire ce que vous pensez, pour vous positionner, toujours avec une grande politesse, c'est très important. Là, ce sera utile. Alors je compte sur vous, l'humanité compte sur vous, sur nous. Soyons des distributeurs de paix, de joie et d'amour, et cultivons cette noblesse intérieure. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde.